Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 8 avril 2022. Dans les actualités de ce jour, commençons par la page politique. Après les différentes déclarations des politiciens issus de plusieurs partis politiques sur la position de Madagascar concernant le conflit entre l'Ukraine et la Russie, le président du Sénat, Herman Razafmaev, renforce la neutralité de Madagascar. Pour l'intérêt du pays, le président de cette institution appelle les citoyens malagasy à respecter cette position de Madagascar. Mirvoula Sferet nous en dit plus. Le peuple et le pays malagasy ne supporteront pas les conséquences directes ou indirectes du conflit entre l'Ukraine et la Russie si nous nous positionnons pour un camp. Face à cela, le président du Sénat, Herman Razafmaev, a renforcé aujourd'hui qu'il s'agit d'une décision pleine de bon sens et de sagesse pour les Malagasy, qu'est le choix de Madagascar de ne pas se positionner et de garder la neutralité sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il a fait appel à tout le peuple malagasy sans exception à adhérer à cette neutralité. Madagascar est un pays qui a sa souveraineté. Ainsi, la décision lui appartient sur les affaires internationales, comme ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, selon le président du Sénat. À cet effet, les déclarations faites par les sénateurs qui ne concordent pas avec cette neutralité de Madagascar sont faites de leur nom personnel ou de leur parti politique et ne concernent pas le Sénat. Ce dernier s'est déjà prononcé sur le sujet. Il ne choisit aucun camp et appelle les deux pays au dialogue. On a célébré hier la journée mondiale de la santé. Pour nous, à Madagascar, les efforts de proximité ont été effectués, notamment l'amélioration des services de santé ainsi que le renouvellement des infrastructures et des équipements. La célébration officielle s'est tenue hier, mardi 7 avril 2022, à Mbouch. Des remises d'équipements au CSB des régions d'Amourmani a également eu lieu. Reportage de Radramanazatou et Tsaratina Aimé. La santé publique pour tous est définie dans la politique générale de l'État, engagement numéro 5 du président de la République, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Santé publique lors de la célébration de la Journée mondiale de la santé tenue à Mbouch. La qualité des soins et des services de santé continue de s'améliorer, a-t-il déclaré. Des efforts sont faits pour équiper les CSB. Aujourd'hui, des motos, des matelas et divers équipements leur ont été offerts. Ces matériels ont été obtenus grâce à la collaboration du gouvernement et de la communauté internationale. Soit notre planète est garante de notre santé, est le thème de cette journée mondiale de la santé. Diverses sensibilisations sur le respect de l'environnement ont également eu lieu. Dans le souci d'améliorer les services de santé, des efforts sont également déployés pour l'utilisation des fonds d'urgence sanitaire ou la gratuité des soins primaires auprès des CSB. La construction d'infrastructures, la dotation d'équipements et la formation des agents de santé se poursuivent également. Ces derniers, que le ministre de la Santé publique a également remerciés. Toujours dans cette page santé, les médicaments qui ont rencontré des pénuries depuis quelques semaines commencent à revenir sur les étalages des pharmacies actuellement, selon le directeur de l'Office pharmaceutique malagasy ou OFAM, qui est parmi ceux qui approvisionnent le pays de médicaments. Le nombre des acteurs dans le domaine de la pharmacie à Madagascar, surtout les docteurs pharmaciens, sont encore peu nombreux, selon toujours les explications. Reportage sur les images de Kevin Ravouniarson. Les crises mondiales qui se succèdent sont à l'origine des pénuries de médicaments, surtout la crise due à la pandémie de Covid-19, car les employés des industries pharmaceutiques et les laboratoires ont dû être confinés. Sans parler de la crise de conteneurs et la baisse des transactions. Pourtant, la demande augmente du fait des nombres des malades. Cette pénurie s'est fait ressentir au niveau mondial et non pas seulement Madagascar, selon les explications du directeur de l'Office pharmaceutique malagasy. Néanmoins, cela n'a pas eu de répercussions sur le prix des médicaments car les industries pharmaceutiques essaient de maintenir le prix. À Madagascar, les pharmaciens sont au nombre de 390 à présent. Ce nombre reste encore insuffisant d'après le président de l'Ordre des pharmaciens. Selon les normes, une pharmacie devrait prendre en charge 25 000 personnes. Mais dans le pays, cela n'est respecté que dans les grandes villes. Pour solutionner ce problème, la vulgarisation de la formation reste une stratégie.
faire connaître le milieu, car les pharmaciens n'opèrent pas seulement dans les pharmacies, mais également dans les hôpitaux, dans les industries pharmaceutiques, comme le Pharmalagas, qui est géré par des pharmaciens, entre autres, explique le président de l'Ordre des pharmaciens. Ainsi, 22 docteurs en pharmacie au sein de l'université d'Antananarive sont sortis aujourd'hui. L'OFAM en est le parrain dans le cadre de la célébration de son 70e anniversaire. Et parmi les défis majeurs dans le monde figure la réduction du gaz carbonique dans l'atmosphère. Ce dernier qui provoque l'augmentation de la température de la Terre. Pour Madagascar, il s'agit de mettre en place des stratégies à long terme. Un atelier s'est tenu à Antsirabe depuis hier dans le cadre de la réalisation de ces actions avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le PNUD, mais aussi les entreprises productrices qui sont à l'origine de la prolifération des gaz carboniques. Reportage d'Amienne Martina et Jameson Ranjanarman, un correspondant de Viva à Antsirabe. Le secteur de l'énergie, du transport, de l'industrie, des ordures et les forêts sont concernés particulièrement par les stratégies mises en place à long terme dans la réduction des gaz carboniques. La ville d'Antsirabe a été choisie étant donné qu'elle possède plusieurs industries. La mise en place de ces stratégies entre dans le cadre de la réalisation des accords de Paris que Madagascar a signés selon les explications. Le but à atteindre est la neutralité carbone pour l'année 2050 et de maintenir l'augmentation de la température entre 2 degrés à 1,5 degré Celsius. Des efforts ont été également entrepris dans la couverture forestière à travers des reboisements effectués par les responsables à Antsirabe dans la région Vaknakarach selon le gouverneur de la région. Durant cet atelier mené par la ministre Vinamarie Orléa, qui a vu la présence du représentant résident du PNUD à Madagascar. Les revendications des greffiers au sein du tribunal se poursuivent notamment sur leurs conditions de travail qui n'a pas été révisée depuis 3 ans selon le nouveau président du syndicat des greffiers, Ranji Amar ou Alain Michel. Il revendique entre autres la révision des conditions d'affectation qu'il estime injustes. Reportage d'Anienne Martina et Kevin Ravonersan. Le salaire des greffiers ne peuvent pas supporter les affectations dont ils font l'objet. Des affectations qui peuvent aller entre 600 à 1000 km selon le nouveau président du syndicat des greffiers de Madagascar aujourd'hui. Ils revendiquent ainsi leur consultation avant toute décision d'affectation. Ce nouveau président renforce également les revendications qu'ils ont déjà effectuées auparavant. Le syndicat est resté silencieux depuis 3 ans selon lui. Le but de leurs revendications est de redorer l'honneur des greffiers, souligne ce nouveau président du syndicat. Les greffiers dans tout Madagascar sont au nombre de 1300 actuellement. La mise en place du nouveau président et le bureau du syndicat des greffiers de Madagascar s'est tenue officiellement aujourd'hui. Toujours dans le domaine judiciaire, la cérémonie judiciaire pour l'installation du doyen des juges d'instruction au sein du tribunal de première instance d'Antananarive s'est tenue aujourd'hui au palais de la justice à Noussi. Ainsi, le Conseil suprême des magistrats a désigné Rico Chankan comme doyen des juges d'instruction. Parmi les tâches qui l'attendent est le contrôle du travail des juges d'instruction au sein du tribunal de première instance, mais aussi la coordination de leurs travaux. La priorité pour le doyen des juges d'instruction dès sa prise de fonction est la lutte contre l'insécurité car il est un officier supérieur de la police judiciaire, donc il a toutes les responsabilités pour cela. Ce doyen des juges d'instruction appelle les citoyens à témoigner afin de pouvoir arrêter les malfaiteurs. Et dans les actualités internationales de ce soir, au moins 39 personnes ont été tuées et 87 autres blessées aujourd'hui dans le bombardement de la gare de Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine où se trouvaient des milliers de civils tentant de fuir la région par crainte d'une offensive russe. Une équipe de France 24 a pu recueillir les témoignages de survivants juste après l'attaque. 2 missiles viennent de s'abattre sur la gare de Kramatorsk. Des corps jonchent encore le sol près des quais. Des civils tués alors qu'ils tentaient de fuir en train. Tout a explosé, tout d'un coup. Beaucoup de gens sont morts. Nous connaissons très bien cette gare. Nous y tournons depuis 3 jours. C'est l'endroit où sont rassemblés les civils
qui quitte cette région est de l'Ukraine. Une femme est en larmes. L'un de ses proches a été tué sur le coup. Plus loin, une peluche sur le quai. Et devant la gare, un homme hébété. Il venait d'arriver avec sa grand-mère au moment de la frappe. Je viens juste de sortir son corps sans vie de la voiture. J'étais parti acheter des cigarettes là-bas et ça a bombardé. Et j'ai vu que ma grand-mère était morte. J'ai couru pour aider des gens plus loin, un peu plus loin là-bas. Devant la gare, cette femme, elle voulait partir. J'ai eu de la chance, j'étais de l'autre côté des quais. Devant la gare, sur la pelouse, l'un des 2 missiles russes, avec cette inscription. Elle signifie « Pour nos enfants ». Ce sont les fascistes russes. Ils ont même écrit sur cet engin que c'était pour venger leurs enfants. Stupéfiante attaque, car voici à quoi ressemblait cet endroit où nous étions ces derniers jours. De longues files d'attente pour tenter de prendre un train vers l'ouest du pays. Et à l'intérieur, une gare bondée en permanence. Un endroit désormais synonyme de violence aveugle. Beaucoup de blessés sont encore entre la vie et la mort dans les hôpitaux de la région. L'Assemblée générale de l'ONU a écarté la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations unies accusée d'exactions en Ukraine. Le vote a recueilli 93 voix favorables, ce qui traduit un effritement de l'unité internationale face à Moscou. France 24. Avant le début du vote, l'Ukraine et la Russie défendent chacune leur position. Presser le bouton non, c'est faire apparaître un point rouge sur l'écran. Rouge comme le sang des vies innocentes qui ont été perdues. Nous rejetons les fausses allégations fondées sur des événements mis en scène. Après la découverte des atrocités commises par l'armée russe dans la ville ukrainienne de Boutcha, l'Assemblée générale de l'ONU s'est réunie jeudi pour décider d'exclure ou non la Russie du Conseil des droits de l'homme. Une résolution adoptée à la majorité des 2/3 et aussitôt dénoncée par Moscou. La Russie considère qu'il s'agit d'une mesure illégale aux motivations politiques. Parmi les États membres, 93 ont voté pour cette exclusion de la Russie. 24 ont voté contre, comme la Syrie, la Chine et Cuba, alliés de Moscou, et 58 pays ont eux choisi de s'abstenir. Je ne me soucie pas des abstentions. Ce qui m'importe, c'est que la Russie soit suspendue. C'est un soulagement pour le Conseil des droits de l'homme et je suis satisfait du résultat. Un seul pays avait jusqu'ici été exclu du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la Libye, en 2011, lors de la violente répression des manifestations sous le régime de Mouammar Kadhafi. L'organisation, créée en 2006, siège à Genève, en Suisse. Elle compte 47 États membres élus pour 3 ans. Le Conseil des droits de l'homme ne peut pas prendre de décisions contraignantes, mais il examine régulièrement le respect des droits de l'homme dans les pays membres de l'ONU et peut demander l'ouverture d'une enquête lorsqu'il constate des violations du droit international. Avec la diffusion du variant Omicron, Shanghai vient de dépasser les 20 000 cas de Covid-19 quotidiens. Le confinement, initialement annoncé comme une mesure progressive et localisée, semble devoir s'éterniser. Pourtant, les populations contaminées doivent vivre leur quarantaine dans des établissements spéciaux où des conditions de vie sont particulièrement dégradées et la nourriture commence à manquer dans la ville. France 24 toujours. Que malgré ce confinement total qui dure depuis maintenant une semaine et bien plus dans certains quartiers, vous l'avez dit, les chiffres continuent de grimper. Plus de 21 000 cas à Shanghai hier. Pour vous donner une idée, c'est près de 30 fois plus en une journée qu'au cours des 2 années précédant cette nouvelle vague à Shanghai. Il n'y avait jamais eu de confinement total ici avant et aujourd'hui, les autorités sanitaires disent elles-mêmes être dépassées, ne pas avoir assez de personnel médical. Et ça, c'est un aveu de faiblesse rare en Chine.
Le problème, c'est qu'avec la politique zéro Covid, tous les malades, même asymptomatiques et les cas contacts, doivent être envoyés en centre d'isolement. Ils ne peuvent pas rester chez eux, mais il n'y a pas assez de place et certains patients dénoncent des conditions d'hygiène précaires. Dans ces centres, il n'y aurait pas de douche, pas de savon et même la nourriture vient à manquer dans toute la ville parce qu'il n'y a pas assez de livreurs en état de travailler. Aujourd'hui, la première question que se posent les Shanghaïens quand ils se parlent, c'est « Avez-vous assez de nourriture chez vous ?» Ce qui paraissait impensable il y a quelques semaines dans la deuxième puissance économique mondiale et dans une ville dont le PIB est supérieur à celui de l'Argentine. Alors les résidents s'organisent eux-mêmes pour faire des commandes groupées de nourriture. Les comités de quartier du Parti communiste procèdent à des petits ravitaillements et du personnel médical des provinces voisines a été envoyé en renfort à Shanghai ainsi que des médecins de l'armée chinoise. On voit de plus en plus de critiques sur les réseaux sociaux chinois et les sources de mécontentement sont nombreuses. Donc d'abord le manque de nourriture, ça a même provoqué des manifestations dans certains quartiers. Il y a aussi des malades chroniques qui ne reçoivent plus de traitement, qui ne peuvent plus aller à l'hôpital et il y a de plus en plus de vidéos qui circulent et qui choquent, celles de personnes emmenées de force dans les centres d'isolement manu militari, celles d'animaux de compagnie abattus par les autorités parce que leur maître était malade et envoyés en centre d'isolement. Mais les images qui ont provoqué le plus de colère, ce sont celles d'enfants, voire de nourrissons séparés de leurs parents parce que positifs au Covid-19. Ils étaient donc envoyés seuls dans des hôpitaux pour être soignés. Face au tollé, les autorités de Shanghai on dit que la séparation parents-enfants ne serait plus systématique, mais c'est très difficile à vérifier. Aujourd'hui, dans la métropole de 26 millions d'habitants, la peur du virus est moins forte que celle d'être envoyé dans ces centres d'isolement et il n'y a aucune visibilité quant à la fin du confinement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. N'oubliez pas l'émission Data avec Jean-Claude Indjemalal dans quelques minutes. Très bonne soirée à tous. Au revoir.